Donc, du coup, une première slide sur le contexte et vous rappeler la place de la résilience dans la stratégie de CARE. A priori, vous connaissez à peu près tous la stratégie programme 2020 de CARE International. Et donc, la résilience fait partie des 3 approches clés de CARE afin de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté et de l'injustice. Et du coup, donc il y a l'augmentation de la résilience, la promotion de la gouvernance inclusive et le renforcement de l'égalité des genres et de la voix des femmes. Et dans ce cadre-là, l'augmentation de la résilience fait référence non seulement à la résilience climatique, donc aux aléas climatiques, mais aussi à tout autre type de choc et de stress ou pression. Donc vraiment, on ne se limite pas à la résilience climatique dans la stratégie programme de CARE. Et du coup, la résilience s'applique à l'ensemble des rôles qui ont pu être définis dans la stratégie programme, donc à la fois le rôle humanitaire, le rôle de promotion de changement durable et de multiplication d'impact. Et on le voit aussi sur le dernier cadre, ça s'applique à l'ensemble des projets. Donc, on est censé intégrer des éléments de résilience à la fois dans les projets humanitaires, mais dans les projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans les projets de santé sexuelle et reproductive ou dans les projets d'empowerment économique des femmes. Peut-être pour un petit rappel sur l'historique du marqueur résilience pour ceux qui ne sont pas forcément familiers. Du coup, le marqueur résilience, il a été développé en 2017 suite au développement de la stratégie programme. Il y avait quelques marqueurs qui existaient au sein de CARE, mais qui étaient plutôt des marqueurs climat, mais il n'y avait pas de marqueur résilience au sens large. Donc la première version, c'est 2017 et il y a eu une nouvelle version qui a été finalisée du coup pour l'année dernière parce qu'il y avait eu parce que la première version n'était pas assez bonne, clairement. Donc pour faciliter son utilisation, on l'a revue de manière assez importante l'année dernière et donc aujourd'hui, on est sur la deuxième collecte de données pour le marqueur résilience. Et du coup, la résilience chez CARE, elle se base sur 3 éléments principaux. L'augmentation des capacités et des ressources pour faire face aux chocs, pression, incertitude, la réduction des facteurs de risque et le fait qu'on ait un environnement propice à l'augmentation de la résilience, c'est-à-dire des normes, des lois formelles, informelles, qui permettent d'augmenter la résilience des populations. C'est vraiment les 3 éléments principaux de l'approche de la résilience chez CARE. Et donc, on a fait un petit on va dire, diagramme qui résume bien cette approche. Alors, pas forcément tout le temps évident à comprendre à première vue parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Mais du coup, on a identifié pour les communautés et individus 5 ressources clés qui sont ici. Économiques, naturelles, sociales, physiques et humaines qui doivent être renforcées ou préservées quand on cherche à augmenter la résilience. Et en fait, le fait de renforcer ces ressources, permet aussi à la fois de renforcer les capacités de résilience des populations. Et on a mis en avant 4 capacités différentes: la capacité d'anticiper, la capacité de s'adapter, la capacité de transformer, capacité de transformation et d'absorption. On va voir quand on reprend les questions du marqueur à quoi ça peut correspondre exactement dans un projet, quel type d'activités peuvent correspondre à ces différents types de capacités. En rouge, ici, on est plutôt sur la réduction des facteurs de risque et en vert, sur l'augmentation de l'environnement propice. Et il y a 3 éléments en dessous dans ce graphique qui sont très importants pour augmenter la résilience. C'est le fait qu'on ait une évaluation qui
qui soit prospectif du risque. Donc, on regarde le risque actuel, mais aussi le risque futur, que ce soit les risques climatiques futurs, mais aussi économiques ou sociaux, pour s'assurer que quand on fait nos analyses, on prend bien en compte les évolutions possibles afin que nos projets soient le plus durables possible. L'adaptabilité au changement et l'innovation. Et ces deux points, ils sont assez importants parce que quand on parle de résilience, on parle de résilience face au choc, mais aussi face à l'incertitude. Et on est dans un contexte très changeant où il va falloir s'adapter et innover. Innover, pas forcément dans le sens innover en développant plein de techniques nouvelles, très technologiques, mais aussi innover grâce à l'apprentissage pour tester des techniques dans des zones où elles n'ont jamais été testées. Donc, ça peut être des innovations qui ne demandent pas beaucoup de technologie. Voilà. Donc, ça, c'est notre cadre global pour augmenter la résilience. Et c'est à partir de cette base-là qu'on a développé le marqueur, et en particulier les 6 questions de notre marqueur résilience. Alors, je ne vais pas vous diffuser cette vidéo, mais sachez qu'on a préparé une petite vidéo qui est en anglais et qu'on est en train de traduire et qui présente le marqueur résilience. Elle s'apprête que en septembre en français, mais on vous partagera le lien suite à la présentation, donc vous pourrez la regarder. Et de toute façon, les éléments principaux de cette vidéo, on va les réexpliquer juste après ensemble. Mais voilà. En tout cas, vous aurez le lien si vous êtes bilingue en anglais, vous pourrez la regarder. Donc maintenant, je passe au marqueur en lui-même, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le marqueur, c'est comme les autres marqueurs sur la gouvernance ou inclusive ou le genre, c'est vraiment un outil d'auto-évaluation pour mesurer dans quelle proportion notre projet intègre la résilience. Donc, c'est vraiment un outil pour la notation des projets. Il permet de donner une note qui va de 0 à 4. 0 signifiant aucune intégration de la résilience et 4, une excellente intégration de la résilience. Et vous voyez sur le côté des chiffres qui vont de 0 à 25, c'est parce que du coup, on a un système de notation où chaque question a une note entre 0 et 4 ou 0 et 5. Et donc, en fait, on fait le total des points de chaque question qui nous donne ensuite la note finale du projet. Donc, voilà. Donc, la structure est un peu différente de la structure des autres marqueurs. Donc, voilà. Un petit aperçu du marqueur. Il fait à peu près 5 pages. Et donc, dans le marqueur, avant qu'on regarde les questions en détail, vous trouverez du coup dans les petites cases bleues avec un i information les définitions. Vous trouverez aussi des cases donc plutôt bleu clair avec un petit stylo au début qui sont des cases que vous pouvez utiliser pour noter des commentaires sur vos réponses. Et puis après, du coup, les questions en elles-mêmes qui sont numérotées de 1 à 6. Et la partie information au début et la partie score à la fin. Donc, voilà, ça, c'est pour vous dire que c'est un peu différent des autres marqueurs. Après, par contre, les objectifs du marqueur sont à peu près les mêmes que ceux des autres marqueurs. À la fois, un objectif d'analyse de redevabilité par rapport à nos partenaires externes. Et en fait, comme on rentre toutes les données dans Peers, ça nous permet de dire à quel point nos projets sont résilients ou pas de manière globale. Et les autres objectifs sont plus internes, à la fois se servir du marqueur comme un baromètre de qualité. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais certains bureaux peuvent décider que si un projet n'a pas une note supérieure à 2 ou supérieure à 1, il va refuser de soumettre ou de mettre en œuvre ce projet. Donc, ça peut servir de baromètre de qualité dans ce cadre-là. Et surtout, ce qu'on met vraiment en avant, c'est que le marqueur, il a été pensé comme un outil de réflexion et d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on essaye de pousser au maximum les équipes quand c'est faisable, de l'utiliser au tout début du projet, soit pendant sa phase de design, on en parlera, soit
à son lancement, qui est le moment où on a le plus de marge de manœuvre pour ajuster notre projet en fonction des réponses qu'on a pu mettre dans le marqueur. Donc voilà, donc on peut effectivement utiliser le marqueur à différents moments. Je vous disais la conception du projet. Ça permet vraiment de travailler sur la qualité de la proposition. Après, on peut l'utiliser pendant la mise en place du projet. Ça permet de suivre ce qui est fait. Éventuellement, si c'est utilisé pendant une évaluation de mi-parcours, par exemple, ou un atelier annuel de projet, ça permet d'ajuster les activités après le moment d'échange qu'on a eu en équipe. On peut l'utiliser aussi pendant l'évaluation finale parce que ça peut nous donner certains apprentissages pour de nouveaux projets. Et puis, du coup, on peut l'utiliser au moment de la soumission annuelle des données pour Pearce. Mais effectivement, on va plutôt conseiller de l'utiliser dans le cycle du projet, idéalement, et puis d'utiliser les données qui ont été remplies à ce moment-là au moment de Pearce. Si votre formulaire d'évaluation est déjà rempli lors de la conception du projet, en janvier par exemple, il suffit juste de reprendre son formulaire d'évaluation pour remplir les données dans Pearce en juillet et le travail est déjà fait. Donc, on encourage plutôt d'utiliser le marqueur dans ce sens-là. Le processus est assez similaire aux autres projets, aux autres marqueurs. Il suffit de collecter les données et les documents disponibles sur le projet. A priori, si vous travaillez toute l'année sur ce projet-là, vous n'avez pas forcément besoin de relire ces documents de projet. Vous les connaissez bien. Éventuellement, de réexaminer le guide sur le marqueur résilience qui existe. De répondre aux questions du formulaire, d'ajouter les éléments justificatifs et de partager et discuter cela avec les membres de l'équipe qui sont pertinents. On estime que la durée pour remplir le marqueur est environ d'1 heure, en incluant les partages et discussions qu'il peut y avoir entre les membres d'une équipe. Ce qui pour nous est très important, c'est un travail d'équipe. Idéalement, la meilleure solution, c'est de faire ça ensemble et donc de prévoir un temps avec les collègues pour remplir le marqueur et pas forcément de demander à la personne en charge du suivi évaluation ou au chef de projet de remplir le marqueur dans son coin. Donc, j'espère que jusque-là, tout est clair. On va passer maintenant, donc n'hésitez pas à utiliser le chat box pour les questions que vous avez jusqu'à présent pour qu'on puisse y répondre à la fin. On va passer maintenant vraiment au marqueur de manière plus précise en regardant chaque section du marqueur et chaque question. Donc, la première partie du marqueur, c'est vraiment très, très simple. C'est sur l'information sur le projet. Donc, il faut remplir le nom du projet, pays, date, le PID, le numéro du coup, du projet, à quel stade vous remplissez ce marqueur et qui est l'évaluateur principal, celui qui est en charge de soumettre les données. Donc, voilà. Et si vous êtes plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs personnes dans la case évaluateur, bien sûr. Les choses se compliquent ensuite. Du coup, toujours dans la partie information sur le projet, on a une première question sur les 3 catégories de choc et pression les plus pertinentes dans le cadre de votre projet. Du coup, il s'agit à ce moment-là vraiment d'identifier donc ces 3 catégories de choc et de pression. Parmi les 7 catégories proposées, donc géophysique, météorologique, politique et conflits, économiques, maladies, sociaux et technologiques. Donc, vous trouvez ici quelques exemples non exhaustifs des différents types de chocs et pressions. C'est une question qui se retrouve là dans la partie information sur le projet, mais c'est une des questions qui est les plus difficiles du marqueur et qui va influer sur vos réponses dans le reste du marqueur. On dit bien de choisir 3 catégories de choc et pression. C'est un nombre indicatif, donc idéalement c'est 3.
Si dans votre projet, vous avez identifié 4 catégories, vous pouvez effectivement cocher 4 cases. Le questionnaire ne s'autodétruira pas si vous cochez 4 cases. Mais c'est vrai qu'on a limité à 3 parce qu'on pense que c'est assez difficile d'augmenter la résilience pour plus de 3 catégories de choc et de pression dans un même projet. Mais bon, c'est toujours faisable, donc vous pouvez le faire. Après, si vous n'arrivez pas à trouver 3 catégories de choc et pression principales vis-à-vis de votre projet, vous pouvez aussi cocher 1 ou 2 catégories principales. L'important, c'est vraiment de refléter les chocs et les pressions qui peuvent le plus affecter votre projet et de bien regarder toutes les catégories pour être sûr que vous n'en oubliez aucune qui soit majeure. On vous conseille d'utiliser cette petite matrice pour savoir quelles sont les catégories les plus importantes et de regarder en particulier donc, la probabilité de chaque choc et pression et quand ils arrivent, leur impact. Ça va vous permettre de placer la catégorie de choc et de pression dans ce petit diagramme. Et si vous vous retrouvez vers les cases rouges A, effectivement, ça va être des chocs et des pressions à cocher ici. Voilà. Ensuite, on peut passer aux questions du marqueur, celles qui vont permettre de donner la note globale. Et du coup, la première question, c'est sur l'analyse. Et donc, on vous demande si votre projet se réfère à une analyse de vulnérabilité liée au choc et pression. Donc là, il y a différentes notes. La première note, c'est qu'il n'y a pas eu d'analyse de vulnérabilité. La note 1, c'est que vous avez fait une analyse, mais seulement en vous basant sur des données secondaires, c'est-à-dire des données de sources externes, des études de cas, des données statistiques. La note 2, c'est que vous avez regardé des données secondaires plus des données primaires, donc vraiment issues de sources de première main, on va dire, donc des discussions avec les communautés ou des discussions avec les autorités locales, etc. La note 3, ça veut dire que vous avez collecté ces données, mais vous avez aussi eu une analyse des vulnérabilités qui est prospective. Est-ce que ces vulnérabilités, elles vont changer à moyen et long terme? Donc, si vous êtes sur des chocs météorologiques, est-ce que vous avez pris en compte les changements liés au changement climatique? Et si vous êtes sur des chocs économiques, est-ce que vous avez éventuellement regardé si le pays pourrait être soumis à une forte inflation dans les années à venir ou pas? Est-ce qu'il y a un risque là-dessus qui pourrait affecter votre projet? Est-ce qu'il y a une dégradation du conflit social qui pourrait déboucher sur un conflit? Voilà. Est-ce que ces données-là, elles ont été prises en compte dans l'analyse? Et enfin, c'est une note, vous pouvez cocher la case 4 si vous prévoyez dans votre projet de mettre à jour régulièrement votre analyse, soit avec un processus participatif avec les communautés, soit de manière interne au projet. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment qu'on soit sur une analyse des vulnérabilités et pas forcément une analyse des conditions économiques. Parce que par exemple, si vous avez coché choc économique dans la question préliminaire, quand on parle de choc économique, on parle vraiment d'une inflation forte ou d'une crise des marchés avec rupture d'approvisionnement des marchés, par exemple, mais pas forcément du fait que les personnes soient pauvres ou manquent de revenus, ce qui n'est pas forcément catégorisé dans choc. Voilà. Donc ça, c'est important. Il faut que l'analyse, ça soit vraiment une analyse des vulnérabilités liées au choc et aux pressions. Voilà. Et peut-être pour préciser une dernière chose sur cette analyse, vous êtes censé, dans l'analyse, regarder les 3 chocs et pressions qui ont été identifiés dans la question préliminaire.
Donc, on le répétera pour les autres questions. Mais si vous avez regardé les vulnérabilités seulement au choc climatique, alors qu'il y a 3 chocs importants, climatiques, météorologiques, économiques et social, à vous de bien réfléchir si vous pouvez cocher la case, par exemple 3, alors que vous avez regardé qu'un seul risque. Dans tous les cas, il faut vous noter pour améliorer votre projet que ça serait important de regarder les 2 autres catégories de choc et de stress. Sur les capacités, donc c'est la deuxième question. On va regarder si le projet permet de renforcer les capacités des individus ou des communautés vulnérables à gérer les 3 chocs et pressions principaux. Donc, je vous disais, il y a 4 grands types de capacités. Les capacités à anticiper les risques, à amortir les chocs, à s'adapter et à transformer les systèmes. Donc, on a mis quelques exemples pour chaque capacité en dessous. Et donc, du coup, vous pouvez, par exemple, cocher seulement 2. Quand vous avez coché, vous indiquez le nombre de tics que vous avez fait et ça vous donne le score à cette question 2. Donc ici, 2 points. Il faut noter que la capacité à transformer les systèmes et les structures, on ne vous demande pas si vous avez mis en œuvre des activités de plaidoyer directement par le projet. Donc, si par exemple vous travaillez sur les chocs économiques, vous avez une personne plaidoyer qui bosse avec le gouvernement pour changer les lois ou les mécanismes de réponse en cas de crise économique. Ça ne permet pas forcément de cocher cette case-là. Là, c'est est-ce que vous avez renforcé la capacité des individus ou des communautés à faire eux-mêmes du plaidoyer, à eux-mêmes changer les normes et les lois du pays face à ces chocs et ces pressions. Donc, on retrouvera plus des activités comme un renforcement de l'alphabétisation, des compétences médiatiques, la capacité à connaître le cycle budgétaire du plan de développement local pour l'influencer, etc. Donc ça, c'est vraiment la capacité des individus à transformer le système. Voilà. Dans les capacités d'anticipation, on va être sur les systèmes d'alerte, les plans d'urgence qui permettent de prévoir quels sont les risques à venir. Sur la capacité à amortir les chocs ou capacité d'absorption, on va être sur tout ce qui permet d'amortir le choc au moment même où il survient ou juste après. Et capacité d'adaptation, on va être plus sur les activités à moyen terme qui permettent de vraiment changer les comportements, changer les moyens de subsistance de manière plus systématique. Ici, c'est juste, on vous a mis un petit cadre qui peut permettre de savoir quoi cocher. Donc, on vous conseille dans un petit tableau, mettre les 4 capacités, de mettre du coup plutôt dans les lignes les différents chocs que vous avez identifiés au début, et puis de classifier les activités du projet en fonction des capacités des chocs auxquels elles répondent. Ça vous permet de voir ici, par exemple, c'est la capacité d'absorption. Dans le projet, il y a la mise en place d'AVEC, le stockage de nourriture, des mécanismes de résolution des conflits. Du coup, on adresse à peu près tous les chocs. Donc, on va éventuellement cocher absorption. On fait pas mal d'alphabétisation pour permettre, pour augmenter les capacités transformatives. Mais à vous de vous demander si l'alphabétisation tout seul, est-ce que ça va permettre vraiment aux communautés de transformer le système ou pas? Ça va dépendre des projets et des besoins, mais a priori, ça peut être non suffisant pour cocher la case transformative. Donc, voilà. Tout est une question de discussion avec les équipes pour savoir quoi cocher et quel score final on va pouvoir donner. Donc effectivement, c'est un exercice, comme on le disait, qui est subjectif et c'est pour ça qu'on conseille de le faire en équipe.
La question 3, elle est sur le capital et les ressources. Donc, 5 formes de capital et de ressources: capital humain, capital social, ressources économiques, capital physique et ressources naturelles. Et donc, du coup, la question, là aussi, c'est de savoir si le projet permet de renforcer ces types de ressources ou de capital. Pareil, vous avez des exemples dessous. Et en fonction du nombre de cases que vous allez cocher, vous allez mettre ici le score à la question, à cette question-là. Donc voilà, ici, pareil, hein, c'est vraiment est-ce que vous renforcez le capital et les ressources afin de mieux gérer les 3 chocs et pressions principaux. Et vous pouvez faire comme pour la question 2, faire un petit tableau pour classifier les activités en fonction du type de capital qu'elles permettent d'augmenter et pour quel type de choc et de pression. La question 4, c'est sur les facteurs de risque. Du coup, ce qu'on a appelé les facteurs de risque, c'est les causes sous-jacentes de vulnérabilité, et elles peuvent être multiples. Celles qu'on liste le plus souvent dans les projets, elles sont listées ici dans la petite case bleue, qui est une case qui se retrouve aussi dans le marqueur. Mais on a listé le changement climatique, les mauvaises pratiques de gouvernance et des institutions, les relations de pouvoir inégales, en particulier liées au genre, la dégradation environnementale et toutes sortes de normes et de barrières sociales. Donc, pour répondre à cette question, la première étape, c'est vraiment de lister les facteurs de risque les plus importants pour votre projet, et ensuite de voir si soit vous les abordez pas, donc vous mettez un 0, soit il y a quelques actions ad hoc sur un ou plusieurs facteurs de risque, mais ce n'est pas vraiment une approche systémique, et donc vous pouvez ticker la case 1, ou vous abordez un facteur de risque vraiment de manière importante, vous cochez 2, vous cochez 3 si vous en abordez 3, 2, pardon, et vous cochez 4 si vous en abordez 3 ou plus. Voilà. Quand on parle par exemple de changement climatique, quand on dit qu'on aborde les facteurs de risque, c'est vraiment qu'on va aborder les causes sous-jacentes du changement climatique, et en particulier tout ce qui est réduction des émissions au niveau global, par exemple. La question 5, c'est sur l'environnement propice. Et du coup, là, on est plus sur le fait de savoir si oui ou non le projet a vraiment une stratégie de plaidoyer et réussit à influencer les règles formelles, informelles, les plans, les politiques ou la législation dans le but d'accroître la résilience aux 3 chocs qui ont été identifiés au début. Donc, s'il n'y a pas du tout d'action de plaidoyer, on met un 0. S'il y a quelques actions ad hoc, on met une note 1. Si vraiment le projet a une stratégie délibérée de plaidoyer pour influencer ces règles, on met un 2. Le 3, c'est vraiment une stratégie et un ensemble d'actions conséquentes. Et le 4, donc du coup, on a la stratégie, l'ensemble d'actions et aussi des capacités et toutes les capacités et les ressources nécessaires pour influencer ces règles. Cette question, elle ne regarde pas forcément le résultat qui est visé. Donc, vous pouvez cocher 3, même si la stratégie, elle n'a pas été efficace et qu'à la fin du projet, vous n'avez pas forcément réussi à changer tout ce que vous vouliez. La dernière question, c'est sur l'approche de ne pas nuire, do no harm. Et là, on essaye de regarder si le projet prend en compte les effets néfastes que ces activités peuvent créer ou renforcer. Donc, est-ce que le projet crée des vulnérabilités par ces activités ou des risques sociaux, économiques, environnementaux? Donc, si le projet n'en prend pas du tout en compte, on a un 0. Si on le prend potentiellement en compte, mais c'est de manière assez limitée, c'est un 1. Le 2, c'est vraiment qu'on a une stratégie de surveillance des effets non voulus ou voulus sur les participants du projet. Donc, ça peut vouloir dire que, par exemple, dans une évaluation de mi-parcours,
On a des questions particulières pour demander aux participants quels sont les effets voulus et enfin, surtout non voulus, non attendus, pour essayer vraiment de faire attention à ces effets. Le 3, c'est qu'on fait cette activité de surveillance et on a aussi une marge de manœuvre à l'intérieur du projet pour l'ajuster en fonction des résultats. Et le 4, c'est qu'on regarde les effets voulus et non voulus à la fois sur les participants du projet, mais aussi de manière plus large sur un bassin versant ou sur toute une localité pour être sûr que on n'a pas des impacts sur d'autres personnes qui ne sont pas associées directement au projet. Si par exemple on travaille en amont d'un bassin versant, on va regarder si en aval, les communautés ne sont pas forcément impactées de manière négative. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin des 6 questions. Et du coup, ça nous donne, on va avoir un score total qu'on va sommer. Et si par exemple, on a entre 16 et 20, ça va nous donner une note 3, bonne intégration de la résilience. Et comme je le disais au tout début, même si le marqueur est une opportunité voilà, de redevabilité, qu'on essaye de toujours avoir, on aimerait toujours avoir 4, la note, elle va varier en fonction des contraintes du projet, du budget, etc. Et tous les projets ne pourront pas forcément avoir une note 4. Donc pour nous, l'important, c'est vraiment d'essayer d'avoir la meilleure note possible en fonction des budgets, donc des contraintes financières, des contraintes techniques, etc., du temps disponible pour la mise en œuvre du projet. Donc sur un projet plus court, ça peut être parfois plus difficile d'avoir une excellente intégration de la résilience. Pareil, quand on a un budget très limité, on va avoir peut-être du mal à adresser tout le temps les 3 types de chocs et pressions identifiés.